Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 23 septembre 2025 et notre ami John Helmer est de retour parmi nous. Bienvenue John, merci de m'accueillir Nima. John, commençons par ce que nous avons appris de la Russie. La Russie souhaite continuer à respecter les restrictions quantitatives prévues par le traité New START. Et c'est entièrement à Donald Trump et à son administration de décider ce qu'ils veulent faire. Quel est ton avis là-dessus? C'est une très bonne illustration. C'est une illustration très importante de l'attitude russe envers Trump et l'administration Trump. D'un côté, ce que le président Poutine a dit, ce n'est pas la première fois que le président Poutine offre à Donald Trump une pause, un temps de réflexion, plus de temps pour parvenir à un accord sur les limitations des armes nucléaires stratégiques. Poutine a proposé cela à Trump en 2020. Trump a refusé et a ensuite perdu l'élection quelques semaines plus tard. Biden a accepté la prolongation des termes du traité New START. Et nous n'allons pas tester la mémoire de notre public. Je l'ai publié sous le titre « Danseurs avec des ours » sur mon site web. Vous pouvez lire les termes, vous pouvez lire les détails, tout comme vous les avez résumés. Cependant, ce qui se passe, politiquement et stratégiquement, du point de vue russe, c'est ceci. Le camp russe, après avoir rencontré Trump, Poutine l'ayant vu en face à face, lui ayant parlé, l'ayant écouté, comprend ce que Trump ne peut pas comprendre, ce qu'il ne peut pas décider en ce qui concerne le règlement de la guerre en Ukraine. Il n'y a donc aucune pause dans le règlement de la guerre en Ukraine, et le camp russe s'en réjouit, même s'il ne va pas le dire ouvertement. L'escalade sur le terrain, l'avancée plus rapide vers l'ouest, avec des taux de perte plus élevés, signifie que les Ukrainiens perdent davantage de terrain, d'hommes et d'équipements. Le rythme des attaques de drones s'intensifie du point de vue russe. Il y a quelques dimanches, plus de 800 drones étaient en vol contre l'Ukraine. Donc du point de vue russe, aucune pause. Et que voyons-nous du côté américain? Trump a abandonné le déclencheur d'un cessez-le-feu immédiat. Il a annulé la rencontre avec Zelensky, c'est un fil de détente. Il a abandonné les garanties de sécurité, encore un fil de détente. Chacune de ces mesures est promue par les alliés européens et par certains membres de l'administration Trump comme des préalables à un accord avec la Russie. Sinon, il y a les menaces, d'accord? Maintenant, ce que le président Poutine a déclaré hier au Conseil de sécurité, à l'intention du public, c'est que les termes du traité New START, le grand parapluie stratégique sous lequel nous devons tous vivre, expirent le 5 février prochain, je crois, en 2026. C'est la prolongation qui a été accordée non pas par Trump, mais par Biden. Le président Poutine a proposé à Trump une année supplémentaire, comme tu l'as justement dit, Nima, avec le respect actuel des termes du traité START original, pour donner du temps à Trump. Aucune pause sur la guerre en cours. Grande pause pour que Trump décide. Va-t-il vraiment s'engager dans le projet du Dôme d'Or à plusieurs milliers de milliards de dollars qui déstabilise toute la sécurité mutuelle au niveau des missiles nucléaires? Et c'est profondément belliqueux envers la Russie, tel que la Russie le ressent. Donc, le président Poutine aime les délais. Et dans ce cas précis, il propose à Trump un délai stratégique dans l'espoir que Trump pourra, ou que l'administration Trump pourra, surmonter les différentes forces en présence, qu'elles soient régionales, électorales ou liées à l'argent de Musk, toutes fortement investies dans le business du Dôme d'Or à plusieurs milliers de milliards de dollars. C'est donc une pause au niveau stratégique pour 17 mois. C'est un test de la capacité de l'administration Trump à réfléchir et à calculer ses propres intérêts, mais ce n'est pas une pause dans la guerre actuelle que mène la Russie. John,
John, en observant le comportement de l'administration Trump avec les Européens, il est allé au Royaume-Uni, il a discuté avec eux. Il semble que l'Europe pense toujours à l'escalade, car il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine. Regardez la Moldavie, regardez d'autres endroits. Les drones circulent partout. On parle de nouveaux drones arrivant à l'aéroport de Copenhague. Oui, au cours des dernières 24 heures, à Copenhague. Le Danemark fait exactement au Danemark. Que se passe-t-il avec les autres pays? Que se passe-t-il, à votre avis? Je pense que c'est très clair, mais ce n'est pas du tout évident dans l'univers des podcasts. Et ce n'est certainement pas clair dans les médias traditionnels. Ce qui me paraît évident, d'après les faits, en particulier ceux que Trump a présentés lors de sa visite au château de Windsor et de ses rencontres avec le Premier ministre Starmer, c'est que Trump agit de manière rétroactive. Trump ne peut pas prendre de décisions concernant la politique ou les modalités de la guerre, certainement pas en ce qui concerne la Russie. Il intervient après ses propres hommes sur le plan intérieur, menés par Stephen Miller, chef de cabinet adjoint à la Maison-Blanche, ou sur le plan international par les soi-disant alliés, Starmer, Macron, le chancelier Scholz d'Allemagne, Stubb de Finlande et d'autres. Il est amené à prendre des décisions après coup. Il tweet après coup. C'est donc un encouragement, puisque tout le monde, tant les adversaires que les alliés, comprennent les graves limites de ce président en particulier. Ils utilisent une combinaison de tactiques. D'une part, s'attirer ses faveurs, l'amadouer, le flatter. D'autre part, forcer ses décisions pour qu'il approuve ce qu'ils ont déjà fait, afin qu'il le présente comme sa propre initiative de paix ou sa propre action. C'est ce qui se passe. Cela se produit aussi sur le plan intérieur, alors que Stephen Miller pousse à la militarisation de la politique de Trump. La dernière ville américaine à être prise militairement est Memphis, dans le Tennessee. Chicago est la prochaine sur la liste, mais nous avons déjà eu Washington, D.C. et Los Angeles, comme tous nos auditeurs américains le savent. Trump intervient ensuite avec un tweet, avec une conférence de presse mise en scène de 5 minutes. Pas avec de vrais journalistes, mais avec des journalistes qu'il a choisis, qui servent de souffleurs. Ce ne sont plus des journalistes, ce sont des souffleurs. Ils forment une claque d'applaudissements pour lui donner les répliques qu'il a déjà mémorisées, comme des slogans et des jingles dans sa tête. Voilà Trump, le rétroactif. Alors, on passe en revue. Qu'avons-nous vu? Nous avons vu Israël attaquer et tenter de tuer la direction politique du Hamas au Qatar, entièrement avec la connaissance préalable, la coopération et la collaboration des États-Unis dans l'opération elle-même. Mais cela échoue. La réaction de Trump ensuite est un mélange. Oui, c'était une bonne occasion. Il était favorable à l'élimination du Hamas. Aucun doute là-dessus. Il l'a dit. D'un autre côté, c'est dommage que ce soit un échec. D'un autre côté, c'est dommage que cela ait interféré avec mes relations avec l'émir du Qatar qui m'a offert un avion de 400 millions de dollars. Je lui suis redevable. C'est un cadeau. Je lui en suis reconnaissant. Il a plusieurs problèmes qu'il règle après l'opération. Il a compris tardivement. Quelle est la suite? L'incident du drone polonais. Les seules remarques de Trump, désolé, je ne devrais pas paraître aussi enthousiaste, les remarques de Trump lorsqu'on l'interroge sur l'incident du drone polonais montrent qu'il ne comprend pas ce qui s'est réellement passé. Il qualifie les drones de désactivés. Il ne fait pas la différence, ce que son informateur du renseignement a pourtant dû lui expliquer, entre un drone leurre, un drone de reconnaissance non armé et un drone d'attaque armé. Parmi tous les drones qui seraient tombés en Pologne, aucun n'était armé. Il s'agissait soit de drones de reconnaissance, soit de drones leurres. Mais du point de vue russe, il a été clairement indiqué qu'il volait bien au-delà de la portée des drones russes de ce type. Leurre et reconnaissance. Il est très probable qu'ils aient été pilotés des modèles russes par les Ukrainiens
ou avec une certaine coopération des Polonais, afin de stimuler et de provoquer une série d'actions qui ont suivi et que Trump lui-même est alors obligé d'endosser. Starmer, par exemple, a proposé que la Royal Air Force britannique survole la Pologne pour protéger son espace aérien. Suite à l'événement polonais, juste avant l'événement polonais, nous avons eu la mise en scène où von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a affirmé que l'atterrissage de son avion en Bulgarie avait été perturbé par un brouillage électronique russe. Cela a été catégoriquement et explicitement démenti comme malhonnête, comme un mensonge par FlightAware, le système qui surveille tous les vols entrants et sortants partout dans le monde. Il s'agissait donc d'une tentative de von der Leyen de dramatiser la menace russe. Ensuite, il y a eu l'événement en Estonie. L'Estonie a participé aux attaques de drones que l'Ukraine mène contre la Russie. Elle a récemment participé à une attaque de drones maritimes contre des infrastructures énergétiques dans la région de Saint-Pétersbourg. Cela fait de l'Estonie une partie prenante à la guerre contre la Russie. Tout le monde le comprend. Ce qui se passe dans ce cas précis, cependant, c'est que les Italiens, et non les Estoniens, les Italiens, mènent des missions de reconnaissance électronique. Et ils détectent ce qui a été répertorié par des sites radars militaires italiens, comme des vols russes, qui se trouvent dans les eaux au large des côtes estoniennes. Les Estoniens et les Italiens appellent cela l'espace aérien estonien. Les Russes parlent d'espace aérien international. Les Italiens poursuivent leur reconnaissance en envoyant 2 avions qui escortent les Russes. Tout cela est suivi d'une revendication estonienne. Nous voulons que des avions britanniques transportant des armes nucléaires soient présents en Estonie. En d'autres termes, c'est une autre forme de provocation conçue pour persuader le dirigeant du monde, le président Trump, le pacificateur du monde, le candidat au prix Nobel de la paix cette année, qu'il doit se montrer plus ferme. Et de son point de vue, ses conseillers l'encouragent à penser qu'il peut se montrer plus ferme parce que les alliés de l'OTAN vont payer pour cela. Il y a donc une interaction de calcul. Ce qui s'est également produit, et c'est difficile pour Trump à gérer, c'est que tant que lui et les États-Unis gagnent de l'argent, il n'a pas de véritable objection aux provocations de l'OTAN, chacune ayant une signification politique un peu différente sur le plan intérieur. Et nous n'avons pas besoin d'aborder aujourd'hui l'incident de l'aéroport de Copenhague, au cours duquel quelques gros drones ont interrompu les vols danois. Peu importe que le Danemark ait mené une action militaire en détruisant les gazoducs Nord Stream 2 contre la Russie il y a quelques années. Peu importe cela, ils préfèrent accuser les drones au-dessus de Copenhague. Tout cela vise à sauver le régime local européen et à convaincre Trump de les soutenir dans la poursuite de la guerre. Trump, en revanche, pose un certain problème. Il est d'accord pour poursuivre la guerre sur tous les fronts. Il est d'accord pour l'escalade, y compris dans l'espace, mais il n'est pas d'accord pour perdre des guerres. Il a donc mis au point, appelons-la ainsi, la manœuvre de l'inversion des alliés. D'abord, il publie un tweet qui a forcément été rédigé par Stephen Miller et d'autres membres de la Maison-Blanche, dans lequel il affirme « Oui, je suis en faveur de sanctions vraiment sévères sur le commerce du pétrole et de frapper la Russie, l'Inde et la Chine », ajoute Trump lors d'un de ses récents points presse. Si nous imposons des sanctions sur le commerce du pétrole avec la Chine, je suis sûr que la Russie céderait sur l'Ukraine. C'est ce qu'il a en tête. Il ne comprend absolument pas la dynamique actuelle entre l'Inde, la Chine et la Russie. Mais ce n'est pas la question. Ce qu'il a dit, c'est oui, j'imposerai des sanctions. Mais vous, en Europe, vous devez arrêter d'acheter des produits pétroliers russes.
Il ne fait pas la distinction entre le pétrole brut que la Russie fournit encore à la Turquie, à l'Inde, à la Slovaquie et à d'autres pays. Et là où les Turcs, les Grecs, les Indiens et d'autres, transforment le pétrole russe en produits pétroliers, qui ne sont alors plus considérés comme russes et dont l'Europe a besoin. Donc ce que signifie la manœuvre de renversement, c'est « Je ne peux pas imposer de nouvelles sanctions tant que vous n'en imposez pas de nouvelles à la tribu euro, sachant que les Européens ne le peuvent pas. » À l'approche de l'hiver, chacun de ces régimes, y compris celui de Trump, est extrêmement sensible à l'inflation du coût de l'énergie, à l'inflation du prix du pétrole. Et cette manœuvre particulière de renversement d'alliés soulage les deux camps, d'une nouvelle tentative de sanction. Ensuite, il y a, et cela a échappé à presque tout le monde, Matthew Whitaker, l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN, nommé par Trump un homme politique de l'Iowa, qui a très clairement exprimé un message de renversement d'alliés. Nous n'allons pas, et il l'a dit sur Fox News il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, après avoir été en Pologne suite à l'incident du drone, les États-Unis n'imposeront pas de conditions aux parties en conflit. Le rôle des États-Unis est de servir de médiateur entre les deux parties. Nous ne pouvons pas dicter. Je vais simplement vous lire ce que Whitaker a dit si je l'ai sous les yeux. Oui, je l'ai sous les yeux. Le président Trump va continuer à œuvrer pour une résolution. Je le lis. Il ne va pas fixer les conditions. Les deux parties devront accepter un accord de paix. Maintenant, je dirais que dans notre contexte actuel, et compte tenu de ce que notre public et ce que vous diffusez très efficacement depuis des semaines, qu'un haut responsable de l'administration Trump dise « Nous n'allons pas fixer les conditions ». Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Cela signifie que les États-Unis ne vont pas dire à Zelensky quelles conditions accepter. Il ne va pas approuver ou désapprouver les conditions proposées par les Britanniques, les Français, les Finlandais ou les Allemands. Il ne va pas accepter le déclenchement immédiat d'un cessez-le-feu. Il ne va pas accepter de garantie de sécurité. Il ne va rien accepter du tout, c'est aux parties en guerre de se mettre d'accord. Concrètement, il laisse la guerre se poursuivre, ce qui lui convient, car il fournit à leurs frais toutes les armes que l'Ukraine utilise venant d'Allemagne et des autres. Ce qui se passe est complexe à analyser. Ce n'est pas complexe dans la tête de Trump, cela l'est dans la politique de chaque pays européen. John, quand je regarde la situation en Ukraine, il me semble que Donald Trump, ou l'administration, a décidé de laisser les choses en l'état, de mettre, disons, la situation en coma artificiel. Et ils ne savent pas quoi faire. Ils ne veulent pas savoir quoi faire. Mais il y a quelque chose de plus profond, John. Quelle est l'escalade en cours? Quand on regarde ce dont parle le service de renseignement extérieur russe, à savoir que l'Europe planifie l'occupation de la Moldavie. Et on voit le transfert d'armes de la France vers la Moldavie. En Roumanie, on en parle aussi. Cela ne ressemble pas vraiment à une impasse en Ukraine. Dans l'esprit de l'administration Trump, il semble qu'ils estiment ne pas tirer profit, à mon avis, d'une fin du conflit en Ukraine. S'ils voulaient mettre fin au conflit, les États-Unis devraient en bénéficier. Pensez-vous qu'ils considèrent que les États-Unis bénéficieraient d'un règlement en Ukraine, ou n'en sont-ils toujours pas là? Je parle de l'administration, de ceux qui prônaient la fin du conflit en Ukraine, avant d'arriver au pouvoir aux États-Unis. Que se passe-t-il là-bas? Parce qu'à chaque fois que vous avez mentionné le cas des drones et ce genre de transfert d'armes vers la Moldavie, ce sont tout de même des changements majeurs. They're huge changes. I can't put it better than you just did.
Ce sont des changements énormes. Je ne pourrais pas mieux le dire que vous venez de le faire. La Moldavie et la Roumanie sont devenues de nouvelles bases, appelons-les de nouveaux fronts, pour la guerre contre la Russie, tout comme la Pologne l'a été et continuera de l'être. La Finlande évolue dans le même sens, une escalade sur le front finlandais. Chacune de ces situations correspond à ce que nous avons appelé à l'origine dans cette émission, et ce que des responsables du Pentagone comme Eldridge Colby ont qualifié de séquençage des guerres aux frais de l'OTAN. Les États-Unis prennent l'argent, déploient les forces, et le gouvernement local paie pour cela. Ce sont tous des signes d'escalade contre la Russie et de poursuite de la guerre. Quelle est la valeur de tout cela du point de vue d'une Maison-Blanche dirigée par Trump? Ce que les podcasts oublient souvent, c'est la politique. Désolé de le dire, mais la plupart de nos experts sont d'anciens militaires, d'anciens diplomates, d'anciens universitaires. Combien d'entre eux ont compté les voix lors d'une campagne présidentielle ou se sont assis à la Maison-Blanche pour examiner les sondages et gérer, voire réprimander, l'opposition du Congrès? Pas beaucoup. Nous devons donc constamment comprendre Trump comme un président réactif, répondant aux calculs politiques de sa propre Maison-Blanche. Les calculs politiques signifient compter les voix. Quand on compte les voix, quand on regarde les sondages, et la Maison-Blanche a ses propres sondages supplémentaires, mais tout le monde peut les consulter, ils sont sur realclearpolitics.com. Il résume chaque jour tous les principaux sondages sur, appelons-le ainsi, l'approbation du travail de Trump. Il analyse également toutes les courses État par État. Vous pouvez voir pourquoi la Maison-Blanche paie des salaires très élevés à ses collaborateurs pour comprendre cela. Alors, que pouvons-nous résumer rapidement? Je cherche mes résumés de l'approbation présidentielle pour Trump ces derniers jours. Chacune de ces mesures indique que Trump échoue. D'accord? Nous viendrons aux détails précis dans un instant. Mais quand vous échouez, leur tendance est d'escalader, de se mobiliser et de faire la publicité de votre succès. C'est ce que Trump fait chaque minute de la journée. Vous pouvez le voir dans les points presse improvisés. Vous pouvez le voir dans les tweets. Pour un résumé pratique, pour ceux qui ne veulent pas trop lire, rendez-vous sur rollcall.com où tout est présenté chaque jour. Alors, où en sommes-nous? Ce que nous avons, c'est que l'approbation du travail présidentiel de Trump est désormais pire que celle de n'importe lequel de ses prédécesseurs récents, à l'exception de lui-même, et son taux actuel de désapprobation, ou d'opinion négative, est en train de passer sous celui de son premier mandat, en particulier chez les électrices. La désapprobation des femmes envers Trump augmente lorsqu'il fait la guerre. Il pense que cela augmente chez les hommes. Il pensait que l'assassinat de Qasem Soleimani mobiliserait un nous contre eux, nous contre ceux qui s'opposent aux valeurs traditionnelles, etc., et que cela rallierait les électeurs. Cela a fonctionné pendant 2 jours. L'approbation a augmenté de 2%, soit 2 points de pourcentage. Cependant, la désapprobation a également augmenté de 2 points de pourcentage au même moment. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les électeurs indépendants, en particulier les femmes et les jeunes Américains, sont de plus en plus désabusés par le comportement de Trump, sa propension à exagérer, à mobiliser, etc. C'est vrai pour les Noirs, les Hispaniques, les femmes blanches et les jeunes blancs. Ainsi, la progression dans les sondages que les hommes de Trump, en particulier Miller à la Maison-Blanche, le génie maléfique qui orchestre tout cela, espérait obtenir en mobilisant après la mort de Soleimani, s'est soldé par un échec. De manière générale, je consulte simplement mes notes ici, la désapprobation envers Trump a augmenté d'1 ou 2 points au cours du dernier mois. Mais c'est sur l'inflation,
La gestion de la guerre Russie-Ukraine, le conflit palestinien et l'économie que son taux de désapprobation est le plus élevé. Il obtient ses meilleurs résultats, c'est-à-dire le moins de désapprobation. Je tourne mes feuilles pour pouvoir le lire. Il obtient ses meilleurs résultats sur la gestion de la criminalité et de l'immigration. Donc cela n'explique-t-il pas la situation? Le comptage des voix à la Maison-Blanche se transforme en occupation militaire de la ville de Memphis ou de Washington, D.C. Ce sont des sujets porteurs pour les votes. Que peuvent-ils faire face au niveau élevé de désapprobation concernant leur gestion de la guerre en Ukraine? Réponse: ne pas intensifier davantage contre la Russie. Laisser quelqu'un d'autre s'en charger pendant que nous encaissons nos factures d'armement. Que peuvent-ils faire pour la Palestine? Ils ne savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire. Oui. John, puisque ton personnage préféré dans l'administration Trump est Stephen Miller, et que tu parles du cas de Charlie Kirk, voici ce qu'a dit Stephen Miller, John, lors de la cérémonie en mémoire de Charlie Kirk. At the memorial of Charlie Kirk. Vous n'avez aucune idée du dragon que vous avez réveillé. Vous n'avez aucune idée de la détermination avec laquelle nous allons sauver cette civilisation, sauver l'Occident, sauver cette République. C'est incroyable, parce que je ne connaissais pas ce type. Tu as été le premier à m'en parler et à me dire à quel point il est influent dans l'administration Trump. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Penses-tu que l'administration Trump a pris un certain élan? Ou essaie-t-il de faire quelque chose avec l'affaire Charlie Kirk? Parce que, en regardant, je ne sais pas si tu as vu la vidéo que Jimmy Kimmel, si je ne me trompe pas, a diffusée, ce qui a fini par lui causer des problèmes avec ABC. Mais quand on a demandé à Trump à propos de Charlie Kirk et de l'influence que cela aurait sur lui, il n'en a pas parlé. Il a dit « Je me sens bien. Regardez la construction que nous faisons ici. » Mais au final, on voit tout le mouvement autour de Charlie Kirk et la façon dont l'administration Trump essaye de gérer cela. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Qu'essaient-ils d'obtenir? Et en quoi est-ce important pour le mouvement MAGA selon toi? That important for the MAGA movement, in your opinion? Very good questions, Nima, and you've summarized. Très bonne question, Nima. Et vous avez très bien résumé la situation du point de vue du comptage des voix à la Maison-Blanche. Dans cette Maison-Blanche en particulier, il y a des compteurs de voix et il y a des compteurs d'argent. Stephen Miller est un compteur de voix. Stephen Mnuchin est un compteur d'argent. Et nous pourrons revenir sur la Russie et l'échec général à gagner de l'argent dans la région russe dans un instant. Pour revenir à votre question, quand on est un politicien professionnel comme l'est Miller, et qu'on travaille pour un président qui risque de perdre le pouvoir au Congrès lors des élections de mi-mandat l'année prochaine, dans moins de 12 mois, exactement dans 12 mois, et qu'on a déjà une succession prévue en 2028 avec un candidat déjà en lice, à savoir le vice-président Vance. Cela crée le contexte pour tous les assassinats, tous les événements, en particulier la violence. Le contexte de l'assassinat est ce que les podcasteurs utilisent comme appât à clic. Tout le monde l'utilise comme appât à clic. Miller l'utilise comme appât à clic. Ce qui veut dire dans cet extrait intéressant à propos du dragon, on le retrouve dans le discours de Vance où il parle des « eux » et des « nous ». L'idée, la théorie, c'est que pour maintenir la mobilisation de la base MAGA, les électeurs qui ont permis au président Trump d'accéder au pouvoir une seconde fois et de battre Kamala Harris, cette base a besoin d'une mobilisation et d'un encouragement constant. Ce n'est pas une idée particulièrement nouvelle. Joseph Goebbels et Adolf Hitler avaient exactement la même idée il y a longtemps. En 1930, ils avaient besoin d'un martyr pour leur parti nazi. Et ils l'ont trouvé dans la mort de Horst Wessel. Horst Wessel
was a stormtrooping. Horst Wessel était un membre des SA, un voyou bagarreur dans la rue, qui a eu un conflit à propos d'un loyer impayé et a été abattu par quelques amis du propriétaire, qui se trouvaient être membres du Parti communiste en 1930. La chanson de Horst Wessel, une chanson qu'il avait composée contre les Rouges, est devenue, grâce au calcul de Goebbels et à l'approbation de Hitler, l'hymne du parti nazi montant tout au long des années 1930. Et elle est restée un hymne du parti nazi jusqu'à la défaite de celui-ci en 1945. La théorie de Horst Wessel se répète aujourd'hui, mais elle échoue déjà. Les électeurs américains, et je suis désolé de me répéter, en particulier les électrices, n'aiment pas et craignent la déstabilisation qu'entraîne un assassinat, peu importe la personne visée. Les électeurs masculins ont été plus favorables à Trump et ont soutenu le dragon, la lutte contre eux, la défense de nos valeurs traditionnelles. The fight for our traditional values, but women voters don't think like that in America. Mais les électrices ne pensent pas comme ça en Amérique. Les électeurs noirs ne pensent pas comme ça en Amérique. Les électeurs hispaniques, les électeurs pauvres, voient la violence, la polarisation menant à la violence. Ils considèrent cela comme une source de déstabilisation. Une déstabilisation dont ils ont peur. Une polarisation dont ils ont peur. Donc ce que vous avez vu immédiatement après l'assassinat de Kirk, où certains sondages montraient une augmentation de quelques points du taux d'approbation de Trump et d'autres l'inverse, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que des conditions très instables produisent de la peur, pas de la combativité, de la fuite. Et à la Maison-Blanche, l'engagement de personnes comme Miller et Vance, qui calculent la succession et font des rapports à Trump de manière rétroactive, ils calculent: mobilisons notre base, mobilisons-la, excitons-la. Voilà un calcul auquel il est facile d'arriver. Il est également facile de démontrer, à partir des chiffres de vote, que cela ne fonctionne pas. Les jeunes électeurs sont très sensibles, nous le sommes tous, mais ils le sont encore plus au début de leur carrière face à l'insuffisance de leurs revenus s'ils souhaitent acheter un logement. Je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, mais les jeunes électeurs désertent la base de Trump. Ils désertent la mouvance MAGA. Maintenant, quel était le véritable rôle de Kirk? Le véritable rôle de Kirk, comme Miller, Trump et les autres l'avaient compris, était de mobiliser le vote des jeunes. Pourquoi? Parce qu'il s'y consacrait depuis plus longtemps. Mais regardez la mobilisation des jeunes Américains contre Israël sur les campus l'an dernier. Les jeunes électeurs sur les campus, l'an dernier et cette année, trouvent le génocide israélien bien plus odieux, abominable à soutenir pour les États-Unis, comme ils le font actuellement. Et cette population était plus nombreuse que celle de Kirk. Donc le travail de Kirk était de mobiliser les jeunes électeurs contre de tels développements. Et regardez l'approche de Miller. D'abord, mobiliser la base et ensuite réprimer les opposants. Donc nous avons les deux sur les campus. De mon point de vue, du point de vue du comptage des voix, du point de vue du comptage des voix à la Maison-Blanche, le clan Trump est désespéré. Ils savent qu'ils sont en train de perdre. Leur homme ne cesse de dire qu'il gagne, mais ce n'est pas le cas. Alors, quand ce genre de choses arrive, que se passe-t-il à l'intérieur d'une Maison-Blanche? Eh bien, laissez-moi vous dire, parce que j'ai travaillé à la Maison-Blanche de Carter, et c'était une défaite dès le début. D'accord? Et tout le monde sait ce qui est arrivé à Jimmy Carter, le président d'un seul mandat. Ce qui se passe à l'intérieur d'une Maison-Blanche, à l'intérieur du bureau de la gestion et du budget, auprès de vos alliés au Congrès, c'est que chacun pense à son propre avenir. C'est la première chose à faire. Où serez-vous l'année prochaine? Où serez-vous lorsque l'élection présidentielle reviendra? Alors les gens commencent à se battre entre eux. Et je ne le vois pas encore, mais ça doit forcément se produire à l'intérieur de l'aile ouest. Ça doit forcément se produire au sein du Parti républicain au Congrès.
ça doit forcément arriver. Donc si vous savez ce qu'il faut chercher, vous finirez par le trouver. Que se passe-t-il lorsque cela commence à arriver dans une administration aussi grande? Infantile, je suis désolé, elle n'a que 6 mois. Elle n'a que 6 mois et ils perdent déjà leur base. Et ils perdent leur base, comme le montrent les sondages, plus vite que Biden, plus vite que Trump lors de son premier mandat. Que faites-vous? Vous devenez agressivement répressif. Vous devenez très dur face à tout signe de dissidence ou de différence au sein de votre propre camp. Vous devenez très dur avec la presse si elle publie des fuites provenant de personnes que vous soupçonnez de travailler pour vous au sein de votre bureau. Donc pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'administration Trump alors qu'elle fait face à sa perte de voix, il y a d'une part l'idée de Horst Wessel, l'idée de Miller, mobiliser, devenir plus dur, déployer l'armée à Memphis, Tennessee, etc. D'autre part, la répression s'accentue et les électeurs noirs commencent à le ressentir. Les électeurs hispaniques le voient aussi. Les étudiants universitaires le perçoivent également. Combien d'étudiants ressentent la répression par rapport au nombre d'étudiants et de campus universitaires à travers le pays qui pensent que Charlie Kirk représente leurs valeurs? Je dirais que les chiffres penchent massivement du côté de la peur et de la répression. Et mobilisation derrière l'exemple de Kirk. John, je pense vraiment que lorsqu'on observe le mouvement de Charlie Kirk aux États-Unis, il me semble qu'il se rapprochait de ces personnes que tu as mentionnées sur le campus, ces étudiants qui communiquaient avec lui. D'une certaine manière, il essayait de faire avancer la rhétorique, d'encourager l'état d'esprit de soutien au MAGA, à Donald Trump, au mouvement. Mais après tout, les changements qu'il vivait personnellement concernant le Moyen-Orient étaient énormes. C'est pour cela que Tucker Carlson est intervenu et a dit ces choses à son sujet. Nous ne voulons pas que cette émission tourne entièrement autour du regretté M. Kirk. Ce que Kirk, d'après ce que j'ai compris, a dit relevait de la désinformation. Je vais m'expliquer. Dans cette dernière vidéo, où il soulève ce qu'il appelle du scepticisme à propos du génocide, du scepticisme à propos de Netanyahou, cela a alimenté la théorie selon laquelle Netanyahou, après avoir proposé plus d'argent, aurait ensuite menacé de sanctions s'il n'obtempérait pas. Et cela conduit à la théorie selon laquelle les Israéliens auraient été impliqués d'une manière ou d'une autre dans la mort. Quand on regarde ce que Kirk a dit dans la vidéo avec Ben Shapiro, le défenseur du génocide israélien, il pose la question comme s'il s'agissait d'une question socratique. Un véritable « ai-je raison ?» Comment devons-nous répondre? Comment répondez-vous? Mais il laisse passer la réponse. Rétrospectivement, à titre posthume, on lui attribue le mérite d'avoir posé la question. Il mérite ce crédit pour avoir posé la question, mais il laisse la réponse sans la tester, ni la remettre en question lui-même. Et quel était son slogan? Son slogan était une astuce rhétorique de débatteur. Prouvez que j'ai tort. Écoutez-moi bien, mes amis. Dans notre monde, que ce soit en sciences, devant les tribunaux, à l'université ou en lisant les journaux, la norme en matière de vérité, c'est que vous devez prouver que vous avez raison. Prouver que j'ai tort est un renversement. C'est une astuce de débatteur. Aucun procureur ne va au tribunal pour prouver qu'une personne a commis un meurtre en disant « Prouvez que j'ai tort ». La norme est la suivante. Prouvez votre allégation selon la prépondérance des probabilités s'il s'agit d'un crime de fraude, ou selon une norme plus élevée s'il s'agit d'un crime capital, s'il s'agit d'un meurtre, d'un homicide, au-delà de tout doute raisonnable. Prouvez que ce que vous avez dit est vrai au-delà de tout doute raisonnable. Il ne s'agit pas de prouver que j'ai tort. Donc lorsque Kirk pose la question et obtient la réponse de Shapiro, il ne prouve rien.
Ce qu'il a fait, c'est utiliser une technique de désinformation. Entourer un noyau de vérité contenu dans la question d'un ensemble de mensonges provenant de Shapiro, de sorte que le résultat est que les mensonges de Shapiro semblent avoir écrasé et remplacé la vérité. C'est une technique de désinformation. On apprend à débattre à l'école ou à l'université pour utiliser cela face au public. Mais cela n'a absolument rien à voir avec la vérité politique, ni même avec la vérité morale. John, tu as mentionné le cas des sondages et de l'opinion publique aux États-Unis. Lorsqu'il s'agit de la Palestine et de la reconnaissance de l'État palestinien dans les pays européens, peut-on avancer le même argument, qu'ils font tout cela à cause de l'opinion publique, à cause des votes? Et après tout, si c'est le cas, je pense que la situation de la Palestine s'améliore en termes de reconnaissance. Nous savons que la solution à 2 États, comme nous en avons parlé auparavant, est en quelque sorte trop difficile à atteindre. Comment vois-tu l'ensemble de la situation concernant la question palestinienne? Eh bien, encore une fois, tu as raison, et je ne peux qu'être d'accord avec toi, Nima. Nous ne sommes pas ici pour discuter de la viabilité de la solution à 2 États. Ta question était, pourquoi le Royaume-Uni, la France, le Canada, l'Australie et d'autres pays européens sont-ils de plus en plus prêts à reconnaître la Palestine comme un État, ce qui signifie essentiellement le Fatah? Désolé de t'interrompre, John. Nous avons eu d'énormes manifestations en Italie, mais nous n'avons rien vu de la part de Meloni dans ce sens. Allez-y, c'est une manifestation contre Meloni. Et nous avons eu la même chose à Athènes, partout en Europe. Les régimes qui soutiennent Israël se défendent en proposant un engagement en faveur d'une solution à 2 États, quelques sanctions sur les livraisons d'armes à Israël et une certaine, tentative d'apaiser les manifestations de rue, en affirmant que le génocide est une politique israélienne à laquelle les États européens ne doivent ni se conformer, ni soutenir, ni armer. Donc, je vois chacun de ces efforts comme une tentative des régimes en place. Starmer est arrivé au pouvoir, après tout, en écrasant Jeremy Corbyn. Et Starmer dit que défendre Israël est une affaire de famille. Sa femme est juive. Il l'a dit lors de la conférence de presse, il l'a dit de façon émotive et personnelle. Mais il a dû faire face à une opinion publique très importante, manifestée dans la rue, selon laquelle le génocide est une étape trop loin pour eux. D'accord, ils arrivent probablement à faire passer un génocide contre les Russes, mais un génocide contre les Arabes de Palestine, c'est trop. Ils ont donc proposé cette tentative d'apaiser l'opinion publique. Nous verrons si cela apaise réellement l'opinion publique. C'est une étape de plus que les États-Unis ne sont manifestement pas prêts à franchir. Mais en même temps, tous ces États européens, les États membres de l'OTAN, les États-Unis, soutiennent activement l'expansion d'Israël. Que se passe-t-il? Nous savons qu'Israël s'est étendu sur une partie du territoire syrien partagé. Il a maintenant déclaré être prêt à coloniser Chypre, soi-disant pour défendre Chypre contre le nord turc de l'île. C'est l'expansion israélienne à Chypre dont nous n'avons pas encore parlé dans cette émission. Israël s'étend à Chypre à un rythme soutenu. Il mène également des exercices conjoints avec l'armée grecque en Crète. Le gouvernement grec et le gouvernement chypriote considèrent Israël comme une arme plus efficace contre la Turquie que ne l'a été les États-Unis. Mais que font les États-Unis? Que font les Britanniques? Ils facilitent, ils vendent les armes, ils encouragent l'expansion israélienne à Chypre et en Grèce. C'est une autre forme d'expansion israélienne. Eh bien, voyons-nous la moindre objection de la part de Meloni, Starmer, Macron ou des autres? Non. C'est ce qu'ils veulent voir. Israël comme fer de lance de l'OTAN.
Israël est le fer de lance des États-Unis contre tous les ennemis résistants, la Russie, l'Iran, la Chine et l'Inde qui montent. J'ai laissé de côté la Corée du Nord, j'ai laissé de côté le Venezuela, mais tout le monde comprend. Yeah. John, John, l'Iran a tout tenté sur le plan politique pour éviter le retour des sanctions. Ils ont discuté avec l'AIEA, ils ont signé un accord avec l'AIEA au Caire. Mais malgré tout, les Européens ont décidé d'aller à l'encontre de l'Iran avec le retour des sanctions. Dans quelle mesure ce qui s'est passé est-il lié à Washington? Dans quelle mesure ce qui se passe actuellement est-il lié à Israël et à la pression exercée par Israël sur les Européens? Et comment voyez-vous leur rôle, le rôle des Européens, dans toute cette situation? Eh bien, vous êtes plus expert que moi sur ces questions. Vous me poussez au-delà de mon domaine habituel, la Russie. Que puis-je dire de mieux que « je ne sais pas » ou « je suis d'accord avec vous ». Je dirais que l'alliance contre l'Iran est plus forte que jamais dans ses tentatives d'escalade, de nuire à l'Iran et d'empêcher l'Iran de devenir une force de résistance régionale. Il n'y a pas d'objection européenne à l'attaque israélo-américaine contre l'Iran. Il n'y a pas de, comment dire, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de résistance européenne au retour des sanctions. Les manœuvres américaines pour accroître la pression sur l'Iran incluent désormais le Pakistan et l'Arabie saoudite. Le soi-disant accord stratégique entre l'Arabie saoudite et le Pakistan n'est rien d'autre qu'un stratagème américain visant à remobiliser le Pakistan, tout comme il fut autrefois une plateforme stratégique pour combattre en Afghanistan contre les Soviétiques et désormais pour lutter contre l'Iran, les Saoudiens payant la facture comme ils l'ont toujours fait auparavant. Nous avons vu le président Trump affirmer qu'il voulait récupérer la base aérienne de Bagram au nord de Kaboul, comme si les États-Unis n'avaient pas mené une guerre en Afghanistan, n'avaient pas été vaincus et n'avaient pas dû se retirer, mais comme s'il pensait que c'était sa propriété. Alors de quoi s'agit-il exactement? Il ne s'agit pas seulement du fait que Bagram soit plus proche du site d'essai nucléaire chinois au nord-est. C'est une plateforme très sérieuse pour combattre l'Iran à l'ouest. Du point de vue iranien, comme vous l'avez dit, les ennemis ne relâchent pas à la pression. Il n'y a aucun intérêt pour un accord de paix, n'est-ce pas? In a peace agreement, is there? There's no readiness to criticize Israel for... Il n'y a aucune volonté de critiquer Israël pour avoir tenté de tuer des Iraniens, alors que les rues des pays européens s'opposent à ce qu'Israël tue des Palestiniens. Où est le lien? Il n'y a aucun lien dans la politique européenne entre l'un et l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'existe plus de partis politiques en Europe qui établissent le lien que nous venons de faire, que vous faites, que nos auditeurs font. C'est un lien évident. Tant qu'Israël reste la pointe de lance à la fois de l'Europe et des États-Unis contre l'Iran et contre les Arabes, son expansion en Syrie et à Chypre signifie aussi une expansion contre les Turcs. Voyons-nous une quelconque analyse de la part d'un parti politique, à part les partis de gauche en Grèce et certains partis de gauche en Europe? Mais ils ont tous été discrédités, tout comme le parti travailliste de Jeremy Corbyn a été discrédité. Pourquoi? Pour antisémitisme, ah oui. Merci beaucoup, John, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. À la semaine prochaine. À bientôt.